Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Alexandre Dana accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Et si c'était en challengeant son mental que l'on pouvait apprendre à se faire confiance et oser dépasser ses limites ? Dans le contexte actuel, de nombreuses personnes font face à des challenges qui mettent à l'épreuve leur confiance en l'avenir. Le stress, la peur, les doutes s'installent, pouvant nous faire douter de notre potentiel, de nos convictions. Mon invité aujourd'hui est un ex-instructeur en préparation mentale dans la police nationale, fondateur de l'Académie de puissance mentale et à la tête d'une communauté dynamique en ligne de milliers de personnes qui l'accompagnent comme des athlètes, des artistes, des dirigeants, des chefs d'entreprise aussi. Dans son livre « Mon challenge puissance mentale, 5 minutes par jour pour apprendre à se faire confiance et oser dépasser ses limites », paru chez Erol, il nous partage sa méthode pour transformer notre quotidien en repoussant nos limites avec confiance. Pourquoi certaines personnes, face à d'importants défis de la vie, avancent avec détermination, tandis que d'autres se sentent freinés, démunis ? Comment mieux trouver la direction que relève notre potentiel ? Nous allons ensemble passer des étapes pour surmonter ces challenges grâce à l'auteur conférencier Geoffrey Brochet. Bonjour Geoffrey. Bonjour Alexandre, merci beaucoup pour ton invitation. Écoute, c'est avec plaisir. Bon, je ne résiste pas à l'envie de te demander quand même pour démarrer, comment est-ce qu'on passe de policier à conférencier ? Oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange, voire particulier. En réalité, tu sais, c'est le fait d'être conférencier, c'est surtout avoir cette envie de diffuser un message, cette envie de transmettre quelque chose qui nous semble important. Et quand j'étais dans la police, j'avais déjà envie de transmettre ce message. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de ma carrière dans la police, j'étais formateur. Et donc, j'avais tout loisir justement de partager avec de nombreuses personnes. Et c'est ce qui me passionnait le plus. Donc, voilà, j'ai sauté le pas. J'ai décidé de finalement sortir d'un métier qui, d'apparence, j'avais tout pour être heureux, parce que j'étais formateur à l'école des officiers de police. Donc, j'étais bien d'apparence. Sauf que intérieurement, il me manquait cette liberté que tu connais bien, l'entrepreneuriat. Et donc, à un moment donné, j'ai plus écouté ce qui vibrait à l'intérieur de moi en me disant, allez, c'est le moment et on y va. Et est-ce que tu trouves des résonances aujourd'hui entre ton passé de policier et ton métier de conférencier ? Ces deux métiers qui semblent si différents l'un de l'autre. Est-ce que toi, tu vois une ligne continue ? Oui, parce que tu sais, quand je suis rentré dans la police, c'était pour 2 raisons principales, vraiment. La première, c'était déjà de contribuer à un monde meilleur. C'est vrai que quand je dis ça à des gens qui ne connaissent pas le métier de policier, ils peuvent se dire, mais ouais, ça peut paraître un peu étrange, alors qu'en fait, moi, j'avais vraiment ce souhait de, vraiment, à ma façon, d'aider les gens. Tu sais, comme on dit, aider la veuve et l'orphelin, c'était vraiment ça. Et j'avais aussi comme deuxième objectif, c'est de mieux connaître l'humain avec un grand H. Autant, moi, me connaître dans des situations vraiment difficiles, comment j'allais réagir, comment j'allais me comporter, ce que j'allais ressentir, et puis comprendre aussi l'humain en tant que tel face à moi lorsqu'il est dans des situations vraiment spécifiques, compliquées, difficiles. Comment lui, il fait pour réagir? Comment il fait aussi pour se mettre dans ce genre de situation?
Et pour te dire, en 15 ans de police, j'en ai appris énormément, autant sur moi évidemment que sur les gens que j'ai côtoyés. Et le métier de conférencier, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est important de bien se connaître pour justement être en mesure de communiquer correctement, pour être en capacité de connecter de la meilleure des façons avec les gens qui nous écoutent. Donc, il y a toute cette relation à soi et la relation aux autres aussi qui est fondamentale. Parce que, tu sais, comme je disais juste avant, les gens ont une image de la police. Mais moi, j'avais toujours pour phrase, vraiment de mantra, c'est contrôle les gens comme tu aimerais être contrôlé. Interpelle les gens que tu ne connais pas comme tu aimerais toi-même être interpellé. Et tu sais, finalement, c'est mettre beaucoup d'humanité dans un métier qui, d'apparence comme ça, en perd peut-être un peu. Donc, tu vois, il y a vraiment un lien entre ce métier de policier de terrain, de formateur aussi, et celui aujourd'hui de formateur, coach et conférencier. Et alors, puisque tu le mentionnes, quelles sont les situations les plus difficiles que tu as traversées dans ton métier de policier, les situations qui ont nécessité une vraie puissance mentale? Alors, après autant d'années de terrain, tu sais, j'ai fait des centaines et des centaines d'interventions. Et il y a vraiment, comme ça, 2 types d'interventions qui, pour moi, avaient un impact, mais à une intensité différente. La première, c'était vraiment, tu sais, quand on allait soit le matin interpeller des voyous qu'on devait conduire devant la justice, donc le fameux 6 heures du matin, quand souvent on fracturait leurs portes et puis on intervenait avec la colonne d'assaut justement pour aller les interpeller. Donc là, c'est vraiment impressionnant dans le sens où tu as un fort taux d'adrénaline. Tu sais très bien que tu risques ta vie et à ce moment-là, tu as intérêt d'être pleinement présent, pleinement focalisé sur la mission et de pas laisser distraire par ce que peut te dire ton cerveau, de pas être distrait sur le fait que tu risques aussi ta vie parce que sinon, tu risques de mettre pas pleinement ton énergie là où il faut à ce moment-là. Ça, c'est vraiment le premier type d'intervention où ça demande vraiment c'est très énergivore en réalité. Et puis, le deuxième type d'intervention, c'est celui où tu es confronté à des situations du quotidien qui sont vraiment, comment je pourrais dire, difficiles émotionnellement. Tu sais, je fais souvent un parallèle avec, je pense que tu as déjà vu le film La Ligne Verte avec John Coffey, oui. qui absorbe un peu toutes ces énergies négatives et tout. Puis à un moment donné, il se dit, mais pourquoi les gens sont aussi négatifs, sont aussi violents et tout ça. Donc là, c'est ce genre d'intervention où tu vas sur des différents familiaux, où tu vois des femmes battues, tu vois des enfants qui sont violentés, tu vois des scènes où il y a des personnes décédées qui n'ont rien demandé à personne. Et ça, vraiment, sur le coup, quand tu es face à la situation, eh bien, j'étais comme... je réussissais à me couper de mes émotions, tu vois, vraiment en mode très technicien, finalement. Mais par contre, quand je rentrais chez moi, c'était autre chose. J'avais c'est une fois que tu as vraiment enlevé physiquement cet uniforme, je l'ai enlevé aussi mentalement, pour le coup, et souvent, ça m'arrivait de me sentir vraiment fébrile, fragile, et comme John Coffey, me dire, mais pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi, alors qu'on n'a qu'une seule vie, pourquoi faire tout ça? Ça n'a aucun sens. Et je me trouvais un petit peu, tu sais, démuni face à toute cette difficulté. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, après 10 années précisément, j'ai arrêté parce que ça me fatiguait. En plus, moi, je suis quelqu'un j'aime pas dire hypersensible, je suis quelqu'un de sensible, qui a une grande sensibilité. Et je pense que si j'avais continué plus longtemps sur le terrain, ça m'aurait vraiment impacté encore à un niveau supérieur, tu vois. Donc, j'ai décidé justement d'aller vers la formation pour faire autre chose et retrouver aussi du sens dans ce que je faisais. Et ta passion pour la préparation mentale, elle est venue de ces moments que tu viens de décrire. On avait l'impression d'y être. Hein. C'était très émouvant pour moi de t'entendre d'ailleurs. Oui, c'est ça en fait. Tu sais, j'ai toujours eu ce questionnement en me disant, mais comment je peux faire? Parce qu'aujourd'hui, ce que je partage, c'était au début égoïstement que pour moi. Parce que je me sentais, tu sais, si on fait un petit pas en arrière d'ailleurs, quand j'étais en licence de droit, je tombais dans les pommes en faisant des crises d'angoisse. J'ai arrêté mes années en pleine licence de droit, j'ai arrêté parce que je ne pouvais plus suivre le cursus.
Je me suis dit, c'est plus possible. J'avais tellement peu de confiance en moi, j'arrivais plus du tout à gérer mes émotions. C'est vrai que les gens aujourd'hui, quand ils me voient sur scène, comme au Grand Rex devant 1200 personnes, ou même faire des conférences, ils trouvent ça un peu. Des fois, ils doivent se dire, mais est-ce qu'il dit la vérité? Mais en réalité, c'était ça. Quand j'étais étudiant, j'avais vraiment du mal à gérer mon mental et cette fameuse puissance mentale. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai cherché des moyens pour vraiment gérer mon niveau émotionnel, gérer mon focus, ma concentration, ma présence. Et de fil en aiguille, j'ai compris que toute personne, quelle qu'elle soit, peu importe le passé qu'on a, peu importe les challenges qu'on rencontre dans son quotidien, on est en mesure vraiment d'améliorer l'utilisation de son potentiel. Donc, c'est ça qui m'a fasciné depuis tout le temps, en réalité. C'était vraiment, comme un entrepreneur, j'ai cherché une solution à déjà une problématique personnelle. Et par la suite, ça m'a vraiment fasciné le fait d'aider des personnes à déployer leur plein potentiel. Mais quand je dis déployer leur plein potentiel, c'est pas forcément réservé à des Olympiens, à des personnes qui sont raides à la BRI ou du monde de l'urgence. Ça va être aussi une personne qui, dans sa vie privée, à un moment donné, a juste envie de dire « je t'aime » à son fils, mais n'y parvient pas. À un moment donné, c'est une personne qui va se sentir dans son job et plus à sa place. Mais c'est l'aider justement à aller de l'avant. Tu vois, et donc tout ça fait partie de la préparation mentale. Quand on dit préparation mentale, c'est un petit peu synthétique, mais ça serait de la préparation neuro-émotionnelle finalement, pour justement être en mesure d'avoir une vie qui nous corresponde pleinement. Alors justement, ton livre montre bien comment la préparation mentale ne nous aide pas uniquement dans des situations pleines d'adrénaline, des situations de stress, comme ce que tu viens d'évoquer avec l'intervention à 6 heures du matin, mais c'est bien plus large que ça. Et il y a notamment un premier outil sur lequel on peut aborder, qui est le point 3-5-7. Est-ce que tu peux nous en parler? Yes. Alors, en réalité, je suis parti du constat en me disant, aujourd'hui, les gens ont souvent ce souhait d'évoluer, de grandir, d'avoir une meilleure connaissance de soi, sauf que ils n'ont pas forcément beaucoup de temps devant eux. Et donc, je me suis dit, tiens, quel concept je pourrais mettre en place pour que justement, en très peu de temps, ils soient en mesure d'évoluer et de grandir. Donc, le concept 357, donc en réalité, point 357, c'est une petite référence à un calibre que j'utilisais dans la police. Le point, c'est vraiment, on fait stop, on s'arrête, juste un instant. Quel que soit l'endroit où on est. Tu sais, tout à l'heure, je partageais le fait d'être face à des violences conjugales, d'être dans des interventions compliquées, mais ça peut être aussi dans sa vie de tous les jours, lorsqu'on a des réunions, lorsqu'on est dans les transports en commun, lorsque on enchaîne peut-être les activités de la journée. C'est juste point, on fait un stop. Et ensuite, c'est cette possibilité de prendre de la hauteur. Le 3, ça signifie les 3 connexions. En fait, les 3 connexions, ça va être de prendre de la hauteur par rapport à 3 choses principales. La première, c'est déjà par rapport à soi. Où est-ce que j'en suis au niveau de mon énergie? Où est-ce que j'en suis au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau de mes pensées, mon focus, vers quoi il est orienté? Tu sais, parce que souvent, on dit il est important en tout cas de méditer 5 minutes par jour, 10 minutes, etc. Ou alors de faire une pause. Mais on ne dit pas forcément comment il faut faire ou comment orienter cette pause. Donc là, la première chose sur le point 3, donc qui signifie les 3 connexions. La première connexion, c'est la connexion à soi, comme je le disais. La deuxième, c'est la connexion à son environnement, aux autres. Et de se poser la question, comment se passent les relations que j'ai en ce moment, aujourd'hui, avec mon entourage, avec mes proches, avec mes collègues? Est-ce que j'ai tendance à être plutôt énervé, à être plutôt en victimisation? Est-ce que je suis neutre? Est-ce que j'ai le sentiment de me respecter aussi dans cette relation? Et ensuite, la connexion 3, c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à ses objectifs, à ses projets, à ses ambitions. Où est-ce que j'en suis concrètement vers la vie qui m'inspire? Est-ce que je mets en place les bonnes actions? Est-ce que j'ai le sentiment d'avancer comme j'ai envie d'avancer? Donc, point. Après le 3, donc connexion à soi, connexion aux autres, connexion à ses ambitions. Le 5, ça signifie 5 minutes. C'est-à-dire que prendre de la hauteur juste pendant 5 minutes va permettre comme ça finalement de se créer un petit moment à soi, un moment où on va prendre du temps juste pour soi et se poser les bonnes questions. Et le 7 de point 357, le 7, c'est pendant 7 semaines. Parce que j'ai estimé que pendant cette semaine, les personnes qui vont s'amuser à faire ce petit challenge-là, ça va les aider à
à automatiser un certain nombre de questionnements, de focus. Tu sais, ce point 357, là, habituellement, je l'enseigne, moi, aux athlètes de haut niveau, aux grands dirigeants, à toutes les personnes que j'accompagne sur des accompagnements, on va dire, un peu haut de gamme, tu vois. Parce que c'est la base. C'est un petit peu comme vouloir conduire une voiture sans regarder son tableau de bord. Bon, il y a un moment, ça peut être, ça peut bien aller, et puis à un moment donné, on risque de dépasser la vitesse, d'être en surchauffe, ou alors de pas être dans le bon rythme. Donc là, ça permet vraiment de faire de prendre de la hauteur. Donc ce concept-là, et c'est tout l'objet du livre. Donc j'explique vraiment précisément comment le faire. Et d'ailleurs, il y a un audio aussi dans le livre qui permet aux gens de le pratiquer. Alors, quelle est la bonne fréquence pour opérer ces points 357 ? À quel moment je peux percevoir qu'un changement est vital ? À quel moment je prends conscience qu'il est temps de me poser avec cette méthode ? Mais déjà, lorsque finalement on se pose la question, est-ce qu'en ce moment dans ma vie, j'aurais pas besoin d'évoluer ? Est-ce qu'en ce moment dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, est-ce que j'aurais pas tout intérêt à grandir, à peut-être faire les choses différemment, à les voir différemment ? Et là, quand tu poses la question justement de savoir quand est-ce qu'on peut le faire finalement pour un petit peu l'optimiser, eh bien, au départ, ça va être peut-être un petit peu comme si on se donnait un rendez-vous avec soi-même. Tu sais, dire, tiens, ces 5 minutes par jour, je vais les faire le matin, peut-être à 11h, peut-être quand je vais me lever, peut-être vers 16h, peu importe. Mais fixer comme un rendez-vous avec soi-même. Parce que très souvent, on prend des rendez-vous quand on a quelques obligations, autant professionnelles que personnelles, avec des rendez-vous médicaux, par exemple, ou autres. Et bien là, juste de se fixer ce rendez-vous avec soi-même va permettre de faire un point. Et de faire un point soit avec soi-même, soit avec l'environnement, soit avec ses ambitions aussi. Et comme ça, à un moment donné, on va avoir aussi des réponses à ces questions. Et surtout, lorsque je propose de faire ce point avec soi-même, au-delà de se poser des questions, c'est de les faire aussi en état de détente. C'est pour vraiment aller chercher une réponse qui soit plus émotionnelle, une réponse qui soit plus profonde qu'une réponse mentale. Comme des fois, on pourrait dire aux gens, tiens, comment ça va ? Et les gens te répondent, ah, ça va et toi ? ou même pire, la réponse quand les gens te disent et toi ? Il n'y a même pas de ça va, c'est et toi tout de suite. Donc c'est une réponse qui est très mentale, c'est pas une bonne ou mauvaise réponse, peu importe, mais c'est une réponse qui est finalement très intellectualisée, très mentale. Alors que là, moi, ce que je propose, c'est vraiment une réponse plus émotionnelle, plus profonde, plus en recherche d'authenticité en réalité. Et alors ce mental justement, Geoffrey, dont on parle en ce moment et dont on parle énormément dans les médias, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous aider à le définir ? En réalité, comme moi, en tout cas, je définis, ce mental, c'est notamment cette capacité consciente à nous amener vers certains objectifs, mais parfois en étant coupé de notre fort intérieur. Tu sais, j'aime aussi l'appeler le cœur, vraiment ce qui nous anime profondément. Et c'est pour ça que dernièrement, j'avais une personne qui me dit « Geoffrey, j'aimerais augmenter la puissance de mon mental. » Et je lui dis « Tu sais, c'est intéressant ta question, mais la puissance de son mental, c'est juste une composante. En réalité, ce qui va être intéressant, et c'est pour ça que moi, je ne parle pas de puissance du mental, je parle de puissance mentale, j'enlève le du, c'est parce que l'idée, c'est vraiment d'aller rechercher cette connexion entre son fort intérieur, cette puissance intérieure et son mental. Plutôt que d'agir au niveau mental, à un niveau conscient, tu sais, où des fois on nous dit tu devrais avoir tel job, tu dois répondre ceci, ça serait bien que tu atteignes tel objectif, que si tu es entrepreneur, que tu fasses 50 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Toutes ces directives, toutes ces injonctions au niveau mental, parfois elles ont du bon et parfois elles nous mènent à un endroit qui n'est absolument pas bon pour nous. Et plus on va être déconnecté entre son mental et sa puissance intérieure, plus il va y avoir un espace entre les deux. Et plus à un moment donné, la personne va y perdre, entre guillemets, son âme, va y perdre vraiment son énergie, elle va y perdre du sens, elle va se demander, elle va pas comprendre non plus pourquoi, elle va dire « mais je comprends pas parce que d'apparence, j'ai tout pour être heureux et intérieurement, je ne le suis pas. J'ai atteint des objectifs ambitieux, mais intérieurement, je ne le suis pas. » Ce matin, j'entendais justement une interview de Laure Manodou, qui a été vraiment médaillée olympique et puis multiple médaillée, et qui disait
je nageais, mais je n'étais pas heureuse. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, en 2007, il me semble, elle a fait ce choix complètement émotionnel de dire « j'arrête tout ». Et des années après, elle regrette, elle le disait « je regrette ». Parce que pendant longtemps, elle était dirigée par ce mental, coupée de ses émotions, coupée de ce fort intérieur. Elle nageait parce qu'elle devait nager. Et à un moment donné, les deux n'étant tellement plus connectés entre le mental et le fort intérieur que ça a comme disjoncté et elle a pris finalement une décision qui n'était pas forcément adaptée pour elle à court, moyen et long terme. Donc tu vois Alexandre, ce mental-là, il est extrêmement puissant, mais de ce que je peux constater, moins on aura tendance à le connecter à son fort intérieur et plus on aura tendance à aller dans des directions qui ne sont pas forcément les plus optimisées pour soi-même. Donc, c'est vraiment cette recherche de cohérence, d'alignement, de justesse entre ce que l'on ressent intérieurement, ce que certains l'appellent l'intuition, certains l'appellent l'inconscient, moi je l'appelle la puissance intérieure, et puis notre mental. Un petit peu comme c'est comme si la puissance intérieure était notre moteur et le mental le gouvernail. Quand les deux sont vraiment connectés, là, on devient inarrêtable. Et quand je dis inarrêtable, parce que souvent les gens ils disent « Oh, lui, c'est un ancien flic ». Quand on dit inarrêtable, ça doit être un fou furieux. Il doit aller dans tous les sens, comme une machine de guerre, tu vois. Alors que pas du tout. Quand je dis inarrêtable, ça va être autant mettre une action par jour en place, mais qui nous anime, qui nous stimule, qui nous fait vibrer, tu vois. Et c'est pas forcément atteindre des sommets qui soient des sommets pour certains, c'est atteindre ses propres sommets. Et là, ça fait toute la différence. Et tu mentionnais Laure Manodou, je crois que c'est chez les nageurs qu'on compte le plus de problèmes de dépression, chez les athlètes de haut niveau d'ailleurs. Oui, c'est ça en réalité, c'est qu'à un moment donné, ils sont tellement focalisés sur le résultat, sur cette finalité où, dans leur idéal, quand je serai champion du monde, quand je serai champion olympique, égal, je serai heureux et j'aurai atteint ce que j'ai envie d'atteindre. Et en réalité, ils se rendent compte que quand ils l'ont, il y a un avant, il y a un pendant, et il y a aussi un après. Et dans le après, on a souvent la dépression des athlètes, c'est-à-dire qu'ils perdent du sens dans ce qu'ils font. Ils ont tellement reçu une dose d'adrénaline, parfois de valorisation, de considération. Et le lendemain ou quelques jours ou semaines après, ils n'ont plus cette dose-là et ils se retrouvent finalement déconnectés et ils n'ont plus cette stimulation extérieure. Et c'est pour ça que lorsqu'ils trouvent justement cette connexion intérieure, certes, quand tu as une stimulation extérieure, c'est toujours plaisant, c'est toujours agréable, mais tu t'autogères en fait, tu t'auto-stimules. Tu n'as pas forcément besoin de la stimulation extérieure et dans ce cas-là, c'est plus sain en réalité. Mais alors Geoffrey, quelles sont les questions que je peux me poser pour savoir si je suis connecté à ma puissance intérieure ou pas? Parce que si je t'écoute, mon mental, je peux me baser sur mes résultats dans la vie réelle. Est-ce que je suis en train d'atteindre mes objectifs ou non? Mais ma puissance intérieure, comment je peux mesurer ma connexion avec celle-ci? En réalité, tu sais, par rapport à ce que je disais précédemment, ça ne veut pas dire que d'être connecté à des objectifs, c'est forcément quelque chose de mauvais. Par contre, ce qui va être important, c'est d'apprécier autant le chemin que le résultat. Et là, ce qui va être vraiment fondamental pour répondre à ta question, Alexandre, c'est quand je suis en présence de quelqu'un, quand je suis sur mon lieu de travail, quand j'exerce une activité, lorsque je fais peu importe les choses, comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens intérieurement? Est-ce que je suis animé comme si est-ce que j'ai encore cet émerveillement? Est-ce que j'ai cette passion qui vient vraiment me chercher? Oui? Non? Peut-être? Un petit peu de 0 à 10, on est à combien? Tu sais, en début d'interview, je te parlais, quand j'étais policier, formateur dans la police, notamment sur la fin de ma carrière, où d'apparence, j'avais tout pour être heureux. J'aurais pu dire, non mais attends Geoffrey, tu gagnes quasiment 2 500 € par mois, un salaire garanti à vie, tu vas monter en grade, tu es le premier instructeur en préparation mentale dans la police formé par les militaires. Enfin, voilà, quelque chose qui était valorisant d'extérieur. Sauf que si je me connectais à mon intérieur, quand je me connectais à ce que je ressentais, quand j'allais au travail, j'avais beaucoup moins d'envie qu'avant. J'avais plus cet émerveillement. J'avais plus cette âme d'enfant en réalité.
Tu vois la différence? Par exemple, là, je suis avec toi, Alexandre. Moi, j'adore faire ce genre d'interview parce que ça m'anime, ça me passionne. Je me dis que, justement, peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et ça va provoquer des déclics chez eux et ça va les aider, les stimuler dans leur quotidien. Et donc, vraiment, pour aller chercher cette connexion intérieure, c'est finalement de ne rien dire, peut-être d'observer un petit peu de silence et juste de ressentir, simplement. Et écouter ce qui se passe aussi à l'intérieur. Alors, pour certaines personnes, ça sera des choses qui sont faciles. Et puis, pour d'autres, ça demandera peut-être un petit peu plus d'entraînement. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure du temps, plus on s'exerce à ça, et plus on va réussir à se connecter à son fort intérieur, et plus on va réussir à l'entendre, à percevoir les messages qu'il a envie de nous transmettre. Et on va pouvoir, comme ça, recalibrer, vraiment, dès qu'on sent qu'on bifurque un peu de ce qui nous anime profondément, on va pouvoir recalibrer simplement par des petites actions ou alors le fait d'exprimer des choses que l'on ressent. Et ça fait toute une différence, réellement. On sent ta passion, je te le confirme, mais j'ai l'impression qu'on touche aussi à un autre outil mentionné, détaillé dans ton livre, le tableau de bord pragmatique avec le concept des 3 zones. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors oui, ça c'est aussi un outil que je partage toujours avec tous ces gens là qui sont en recherche justement d'amélioration, parce que là tu vois quand je partage ça, quand je dis aux gens écoutez ce qui se passe à l'intérieur et tout, mais c'est important aussi d'avoir quelque chose au niveau mental pour s'y référer. Donc le tableau de bord comme tu le nommes, c'est le tableau de bord le concept des 3 zones. Donc pour les gens qui nous écoutent, c'est très simple. Vous avez une zone supérieure, c'est la zone critique haute. Au milieu, vous avez la zone de maîtrise. Et en dessous, c'est la zone de critique basse. En fait, la zone critique haute et basse, c'est des endroits où nos comportements, ils sont pas forcément adaptés. Quand je dis nos comportements, c'est aussi nos émotions, nos pensées. Exemple, je vais être avec un client, avec mes enfants, avec mes proches, avec des amis. Et à ce moment-là, peut-être que je vais dire des choses qui ne sont pas appropriées. Je vais dire des choses peut-être qui vont blesser les personnes qui sont autour de moi. Et en plus, au-delà de les blesser, je sais au fond de moi que c'est pas bon pour moi non plus. Donc là, on va être soit en zone critique haute, on va le dire avec une énergie qui est assez haute, ou alors on va être en zone critique basse. C'est plutôt, tu sais, la zone d'énergie qui est plutôt basse, c'est-à-dire qu'on va dire les choses, mais un peu en mode résignation, en mode où on est dépité, on est une sorte de dégoût aussi. Et donc là, tout ce qu'on emploie, tout ce qu'on vit avec les personnes ne sont pas adaptés. Alors qu'en réalité, la zone de maîtrise, c'est cet endroit où nos actions sont adaptées, nos pensées sont adaptées, nos émotions aussi sont adaptées. Un petit peu, je prends souvent l'exemple des athlètes de haut niveau, un petit peu comme un athlète de haut niveau qui serait sur une compétition et justement a le sentiment de faire qu'un avec l'environnement, il est à sa juste place. On l'appelle aussi l'état de flow, la zone de grâce. Donc moi, j'appelle ça la zone de maîtrise parce qu'on a le sentiment justement de se maîtriser soi, de maîtriser aussi les situations qu'on rencontre. Et ça, donc ce qui va être important, c'est de poser la question, tiens, là, en ce moment, où est-ce que je me situe dans ces 3 zones? Est-ce que au niveau de mon énergie physique, mon énergie mentale, mes comportements, est-ce que j'ai l'impression justement d'être en zone critique haute ou je sens que les choses sont pas au top? Ou alors, est-ce que j'ai le sentiment justement que, eh bien, je maîtrise les choses, que je suis bien? Tout ce que je fais, c'est fluide, ça passe, comme on pourrait dire, ça passe crème. C'est vraiment, je m'y sens bien. Donc, ça va être intéressant d'évaluer. Et tu vois, juste pour les gens qui nous écoutent comme ça, de se poser la question. Donc là, maintenant, au moment où vous nous écoutez, comment vous êtes au niveau de votre énergie, au niveau de vos pensées, au niveau de vos sensations physiques, mais aussi dans votre vie en général. Où est-ce que vous avez tendance à être? Est-ce que vous avez tendance à être en zone critique haute où vous êtes un petit peu excité, énervé, mais c'est pas forcément une excitation qui est favorable, c'est quelque chose où on est plutôt en colère, on est plutôt agacé, on est, tu sais, dans ces phases un peu désagréables autant pour soi que les gens qui nous entourent? Ou alors est-ce que vous avez tendance à être en zone critique basse, plutôt résigné, lassé, démotivé? Ou alors est-ce que vous êtes justement dans cette pleine zone où vous vous sentez pleinement épanoui? Parce que des fois, beaucoup de gens pensent que c'est juste un fantasme de se lever le matin et se dire « mais je vais croquer la vie à pleines dents ». Et alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est accessible. Mais par contre, ce qui est important, Alexandre, c'est aussi, tu sais, moi je suis un gars de terrain et des fois, je vois dans l'univers du développement personnel, de la croissance personnelle, que beaucoup de gens
adorerait être tout le temps en zone de maîtrise. C'est vrai que ça serait vraiment top. Hein. Tu te dis, waouh, imagine si avec mes enfants, avec mes proches, avec mes amis, en interview, sur scène, n'importe où, n'importe quand, je suis toujours au top. Une vraie machine, en fait. Sauf que la réalité, c'est pas comme ça. C'est que à un moment donné, on va osciller vraiment vers la zone critique haute, la zone critique basse, la zone de maîtrise. Le plus important, ça va être déjà de s'en rendre compte dans quelle zone on est. 2, de faire ce choix aussi de revenir dans la zone qui nous appartient le mieux, qui nous correspond le mieux. Et 3, de regarder en fonction des actions qu'on a mis en place, est-ce qu'on est encore dans la zone de maîtrise ou est-ce qu'on est encore en zone critique? Je donne un exemple. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont épuisés, qui sont éreintés. Ils se rendent pas compte, mais ils sont souvent, à force de passer à l'action, ils sont en zone critique haute, et certains d'ailleurs qui ne passent pas assez selon eux à l'action sont plutôt en zone critique basse. Et ils ne se rendent pas compte, donc ils essayent malgré tout d'avancer. Et là, on est plutôt en mode mental, comme on disait tout à l'heure. Et ils n'écoutent pas ce qui est à l'intérieur d'eux. Ils se disent non, il faut surtout pas que je me repose parce que sinon je vais perdre du temps et je vais perdre des clients. Et ils foncent. Sauf que ils avancent un peu comme une poule sans tête, tu vois. Ils avancent sans trop savoir où ni comment, ou des fois en courant après un objectif qui n'est peut-être plus le leur d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte de ça. Parce que plus tu te rendras compte de là où tu es dans la zone, plus tu pourras mettre en place des choses. Combien d'entrepreneurs auraient tout intérêt à gagner, justement, des fois de s'arrêter, de se déconnecter, dans l'idéal peut-être une journée, s'ils peuvent, ne serait-ce qu'une heure, mais quand je dis déconnecter, c'est complètement déconnecter. Couper les réseaux, ne rien faire. Je crois que c'est quelque chose aussi qui t'anime, d'aller en montagne. J'avais vu certaines de tes stories, quelque chose qui te passionne aussi, la nature et tout ça. Et de se reconnecter finalement à l'essentiel, à son essentiel, pour après repartir encore d'une meilleure forme. Tu sais, en sport, on appelle ça le principe de surcompensation. Le principe de surcompensation, c'est pour éviter justement le surentraînement. Et beaucoup d'entrepreneurs, là, si on reste sur les entrepreneurs, mais c'est valable pour finalement toutes les personnes qui ont aussi cette passion, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'évoluer. Le risque, c'est de rentrer dans le surentraînement et de ne plus savoir trop pourquoi, mais on n'a plus d'envie, plus d'énergie, plus de motivation. Et là, ce qu'on aurait tout intérêt à faire, c'est justement de se déconnecter par rapport à ce qu'on fait, même si ça nous passionne, mais de se déconnecter et de chercher vraiment une zone de récupération pour justement aller vers ce principe de surcompensation. Parce que quand tu t'arrêtes une heure, une journée, peut-être une semaine, c'est important à comprendre que quand tu vas reprendre, tu seras bien meilleur que lorsque tu t'étais arrêté, parce que tu fais le plein d'énergie, tu crées aussi ce que moi j'aime appeler tu crées de la frustration. C'est-à-dire que tu es tellement pressé de reconnecter tout ça à ce qui te passionne, mais tu dis attends un peu, attends. Et une fois que tu vas recommencer tes activités, là tu vas être au taquet, tu vas vraiment tu vas repartir sur un nouveau pied, donc ça va être génial. Et tu prends l'exemple que moi j'adore, des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, les athlètes de haut niveau sont conscients que la récupération fait partie de l'entraînement. C'est l'immense différence entre les athlètes de haut niveau d'aujourd'hui et ceux d'il y a 30 ans, 40 ans, qui souvent négligeaient parfois la phase de récupération. Et on explique aujourd'hui l'augmentation des records, le fait de courir plus vite, de nager plus longtemps, par une meilleure prise en compte de la récupération, qui fait partie de cet entraînement. Et c'est vrai qu'on peut appliquer exactement le même réflexe dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie parentale également. Absolument. Et ça, c'est un des principes qui est fondamental. Moins on le respecte, et plus on va aller droit à la rupture, droit au surentraînement en réalité. Alors, si on rentre dans le premier pilier de la méthode, obtenir une connexion à soi puissante, ça c'est ton premier pilier. Comment est-ce que je sors du pilote automatique pour me connecter à moi-même? On en a un peu parlé en prenant le temps de s'interroger, de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent nous permettre de sortir du pilote automatique pour être vraiment connecté à nous-mêmes? La première chose, c'est déjà de prendre sa responsabilité. La responsabilité de vouloir changer. Et ça, c'est fondamental parce qu'on ne peut pas changer si, à un moment donné,
on n'a pas pleinement cette volonté. Avant de « je dois changer », c'est « est-ce que j'en ai envie ?» Est-ce que je veux réellement, au fond de moi, évoluer? Et par la suite, pour vraiment aller dans cette pleine connexion à soi, ça va être de mieux se connaître, d'aller dans une perception de soi, dans une connaissance de soi qui soit beaucoup plus fine, qui soit plus juste. Et pour ça, en réalité, c'est de se poser des bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui est important pour nous, de quoi on a besoin, parce que chaque personne est réellement différente. On est réellement différent de nos parents, de nos proches, de nos collègues, de nos concurrents, de nos collaborateurs, de qui on veut. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans notre ère actuelle, on a tendance à se comparer, notamment avec les réseaux sociaux. C'est un peu, des fois, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un petit peu la course à celui qui aura le plus de vues, la course à celui qui fera le plus gros chiffre d'affaires, etc. Alors qu'en réalité, il y a des choses qui répondent pas forcément à nos besoins. Tu sais, dernièrement, je rencontrais une personne qui générait un chiffre d'affaires de 100 000 euros. C'est déjà un beau chiffre d'affaires, hein, c'est sympa. Mais cette personne était nettement plus heureuse qu'une autre personne que je connais qui génère 1,5 million de chiffre d'affaires. Et à un moment donné, cette personne-là, qui génère aujourd'hui 100 000 euros, il me dit, tu sais, Geoffrey, à un moment donné, j'étais à la course au chiffre d'affaires. Je voulais absolument générer le million. Parce que je lisais sur toutes les citations de l'esprit millionnaire, devenir millionnaire, etc. Et j'en perdais mon âme. Je devenais épuisé. Je faisais des choses qui ne me correspondaient plus. Je disais oui à tout. J'étais dans une course effrénée. Mais ça avait plus aucun sens. J'en oubliais de vivre pleinement ma vie, en fait. Lui qui était passionné justement de sport, de nature, il faisait même plus, il prenait même plus de temps pour ça. Et il dit, tu vois là, je fais entre guillemets que 100 000 euros. Pour certains, ça va paraître énorme, pour d'autres, ça va paraître pas beaucoup et peu importe. Mais pour lui, ça lui suffisait. Parce qu'il avait estimé justement qu'avec ce chiffre d'affaires-là, c'était le chiffre d'affaires qui était juste pour lui, pour qu'il soit pleinement heureux, pour que ça réponde à son propre style de vie. Tu sais, c'est important aussi de prendre de la hauteur, encore une fois, et de se dire, mais quel style de vie j'ai envie d'avoir? Alors, justement, tu parles des besoins fondamentaux non négociables dans le livre. Ouais. Et tu dis, je te cite, « Parmi tous les moments heureux que vous avez pu vivre dans votre vie, notez-en 3 où votre niveau de bonheur était à son comble. D'ailleurs, lorsque vous y repensez, cela vous remplit encore d'énergie agréable. Notez le lieu, la date, ce qu'il s'était passé, ainsi qu'un maximum de détails. À ce moment-là, quels étaient les ingrédients qui vous ont permis de vous sentir bien? Notez-en au moins 5. » Ça, c'est magnifique pour justement définir ce qui compte vraiment pour nous et pas pour les autres. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est important de remettre de la conscience sur ce qui nous anime profondément. Parce que parfois, on fait les choses parce qu'on a l'habitude de les faire, on les vit parce qu'on doit les vivre. Mais plus on va réussir à remettre de la conscience en se disant « Ah, c'est vrai qu'à ce moment-là, tiens, quand j'étais sur cette conférence, ou sur cette formation, ou alors en contact avec cette personne, ou peu importe, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais un niveau de bien-être, d'émerveillement, de connexion qui était vraiment complètement différent. » Et justement, qu'est-ce qui a fait cette différence-là? Qu'est-ce qui avait de présent par rapport à toi, par rapport à la personne qui était en face de toi, par rapport au lieu que tu as vécu? C'était quoi? C'était quoi la différence? Et là, ensuite, dès qu'on va réussir à extraire finalement l'essence de ce qui nous anime profondément et qu'on a réussi à mettre des mots dessus, déjà, on va aller plus dans cette fine connaissance de soi. Et par la suite, ce qui va être fondamental, Alexandre, c'est que ce qui nous donc ces points fondamentaux là, comme je disais, ce qui va être important, ça va être de moins négocier possible avec ces fondamentaux. Parce que si on ne s'en rend pas compte, on va transiger avec des choses qui sont importantes pour nous. On va pas en prendre réellement conscience. Et à un moment donné, on n'y trouvera plus de sens dans notre vie. On va se demander pourquoi, alors qu'en réalité, c'était juste ces points fondamentaux qu'on avait mis de côté. Je te donne un exemple, et d'ailleurs, dans le livre, je donne cet exemple. Moi, tu peux me proposer 1 million d'euros. Si je suis éloigné plusieurs mois de ma famille, je dirais non. Et ça, d'ailleurs, on m'a déjà proposé, non pas 1 million d'euros, mais des grosses conférences avec vraiment de belles opportunités. Et j'ai dit non. Tout simplement parce que les personnes qui proposaient ces conférences-là, ils vivraient pas dans la même énergie que moi. Ils proposaient des choses qui ne me correspondaient pas pleinement. Et peut-être que ça aurait été bon pour moi à court terme, en termes de visibilité,
Mais à moyen et long terme, je me suis dit, OK, est-ce que dans 5 ans, j'ai envie d'être en photo à côté de ces personnes-là? Alors, je ne dis pas que c'était des mauvaises personnes ou des bonnes personnes. Je disais juste que c'est des personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes valeurs que moi, les mêmes ambitions que moi. Et donc, j'ai dit non, alors même que j'étais en train de débuter mon académie, tu vois. Donc, c'était aussi, ça aurait pu être une belle opportunité. Et j'ai dit non. Et aujourd'hui encore, il y a des choses auxquelles je dis non et des choses auxquelles je dis oui. Et quand je dis oui ou quand je dis non, je m'écoute profondément. Et ça fait toute la différence. Mais tu nous fais arriver très naturellement au deuxième pilier de la méthode, qui est justement la connexion à l'entourage. Comment se bâtir un entourage propice à une confiance optimale? C'est quoi le rôle de l'entourage dans la confiance? On connaît effectivement cette citation de l'écrivain Jim Rohn, selon lequel on serait la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En réalité, quand tu as envie de vivre une vie qui t'inspire, une vie qui t'anime profondément, les gens que tu vas côtoyer vont avoir un réel impact sur toi. Alors, c'est sûr qu'il est toujours possible. Moi, j'ai des amis qui sont nés dans des quartiers défavorisés et aujourd'hui, c'est des grands entrepreneurs. Ils ont réussi à sortir de ce milieu-là qui était vraiment très compliqué. Mais à quel prix? En dépensant quelle énergie? C'est tellement difficile. Alors, c'est pour ça qu'il est important de se créer vraiment un environnement, un entourage qui soit optimisé, qui soit optimal. Alors, c'est vrai que des fois, les gens me disent « Oui, mais Geoffrey, c'est bien beau, mais quand j'ai mon père qui habite en face de chez moi, comment je fais pour justement, s'il a tendance des fois à m'amener dans des énergies négatives, à être dévalorisant, à me critiquer, à être cynique auprès des autres, comment je fais pour gérer quelqu'un qui, en plus, est de ma famille et en plus vit en face de chez moi ?» Parce que ça m'arrive cette question-là. Je dis « Ce qui serait important, déjà, c'est d'observer toi dans quelle énergie tu es. » Parce que si tu es pleine balle où tu te sens bien, vraiment, tu es au top du top, de côtoyer quelqu'un qui n'est pas forcément en good vibes, bon, ça va peut-être diminuer un peu ton énergie, mais ça n'aura pas non plus un impact vraiment très important. Par contre, si tu es en pleine créativité, si tu as besoin justement de créativité, que tu es sur des projets qui sont importants pour toi, est-ce que là, ça va être bon pour toi justement d'aller côtoyer ton père, là, maintenant? Oui ou non? Et c'est vrai que d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, si la réponse est non, pourquoi tu vas aller le voir maintenant, sachant que tu vas y aller dans une énergie qui n'est pas forcément bonne pour toi? Lui, il va certainement le ressentir, et au final, la relation, elle ne sera pas forcément de qualité. Et ce qui est important, donc là, je parle d'un proche, ça peut être pareil avec un collègue, un collaborateur, peu importe, mais plus on va se connecter avec des gens et finalement réussir à se positionner de la meilleure façon qui soit, déjà pour soi, pour ensuite avoir une relation qui soit de qualité, et plus ça va faire une différence dans notre croissance. Je le mets dans le livre, il est toujours plus facile de grandir dans un beau terreau fertile, c'est-à-dire avoir un entourage qui est stimulant, qui favorise notre croissance, que de grandir comme une fleur pourrait grandir sur un rocher. Bien sûr qu'il y a des fleurs qui grandissent sur des rochers, mais c'est plutôt rare, et surtout, c'est pas non plus propice à le faire. Et tu sais, quand j'étais dans la police, c'est pareil. Moi, j'avais des collègues qui étaient formidables, sauf qu'ils avaient un état d'esprit de fonctionnaire. Donc, à l'opposé d'un état d'esprit d'entrepreneur. Encore une fois, c'est pas que ça faisait d'eux des mauvaises personnes ou des bonnes personnes, mais en tout cas, leur état d'esprit, au moment où justement j'avais besoin d'être stimulé, d'être boosté, de me sentir en pleine énergie, si j'allais leur poser des questions et c'était plus du style à me répondre « T'es sûr que c'est une bonne idée de quitter la police ? Ah, mais au niveau du salaire, c'est complètement incertain ce que tu vas vivre. Oh, moi, à ta place, j'attendrai un petit peu. » Tu vois, toutes ces paroles qui, au départ, ne sont pas faites pour me blesser, ne sont pas faites pour me faire du mal, mais sont faites pour me préserver. Parce que de leur perception, c'était quelque chose de risqué. Donc là, il est vraiment important, et c'est pour ça que dans cette méthode, je parle vraiment de la connexion à soi, de la connexion aux autres, parce que pour retrouver du sens dans sa vie, il va être fondamental vraiment de côtoyer des gens qui, à un moment donné, vous stimulent. Maintenant, attention, petite nuance quand même, on n'est pas obligé d'être un robot et d'être avec des gens que par intérêt parce qu'ils nous apportent de l'énergie ou ils nous boostent ou ils nous stimulent. Mais il est par contre très important que lorsqu'on est en contact avec une personne, ressentir aussi l'énergie qu'on a, ressentir si ça nous anime ou au contraire si ça nous fatigue. Tout ça pour, encore une fois,
avoir la pleine conscience de son tableau de bord. Tu vois, parce que la confiance en soi, c'est quoi? C'est la perception de ses capacités, la perception de ses opportunités, la perception de son état d'esprit. Quand tu es avec quelqu'un qui te remet en question, quelqu'un qui te fait douter, quelqu'un qui met en avant la crise économique, qui met en avant les difficultés gouvernementales, etc., à quel point, justement, ça vient impacter ce que tu peux ressentir, penser, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental de mettre en avant. Oui, d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui vont lire le livre à bien regarder le passage sur les 4 types de personnalités. Les personnes boostantes, les personnes positives, les personnes négatives, les personnes toxiques. Un mot avant de conclure ce podcast quand même sur le 3e pilier de la méthode, la connexion à son ambition. Comment surmonter les pièges. Et tu concentres ce 3e pilier à la fois sur le rêve et le plan d'action. Pourquoi est-ce que les deux sont importants, Geoffrey? Alors, le rêve, tu sais, c'est vraiment cette idée d'être connecté à ce qui, vers là où on a envie d'aller, cette direction. Plutôt une direction d'ailleurs qu'une destination. Une destination, c'est quelque chose de figé dans le temps. On va se dire, tiens, dans 5 ans, j'en serai là, j'aurai atteint tel objectif. Parfois, ça peut être stimulant et parfois, ça peut être un peu oppressant. Alors qu'une direction, ça va être, tiens, et si dans 5 ans, j'allais dans cette direction-là? Et si d'ici 5 ans, j'atteignais ça, pourquoi pas? Tu sais, se laisser aussi de se détacher aussi de cet objectif à long terme parce que dans 5 ans, on sera bien évidemment une autre personne que l'on est aujourd'hui. Parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui ont des objectifs, ont des ambitions, ont des projets, mais n'ont pas forcément mis un plan d'action en place. Et un plan d'action, au-delà d'être un plan d'action qui soit technique, stratégique, avec des choses qui sont plutôt matérielles, c'est un plan d'action qui soit aussi mental. Donc là, on rentre vraiment dans ce domaine de la préparation mentale. Comment on fait pour justement s'entraîner à s'adapter aux différentes situations, comment on fait pour rester focus pleinement lorsque l'on doit être focus, comment on fait pour lâcher prise par rapport à une situation lorsqu'elle devient un petit peu compliquée. Et tout ça, c'est des choses que j'aborde dans le livre pour justement aider les personnes à dépasser leurs limites et utiliser des clés qui sont habituellement réservées à une certaine élite, c'est-à-dire le sport de haut niveau, les grands leaders, etc. Tu mentionnes notamment les pièges, le plaisir, la peur, les autres, la fatigue, les pièges qui peuvent se mettre entre nous et notre plan d'action. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'encore une fois, il va être fondamental de les avoir en conscience. Quand je dis le plaisir, c'est quand on se fixe un objectif. Des fois, les gens me disent « Mais Geoffrey, si tu n'as pas de plaisir dans ton objectif, comment veux-tu l'atteindre ?» Et ce n'est pas de ça que je parle. Il est évidemment fondamental d'avoir du plaisir et du kiff dans ce qu'on fait, sinon à un moment donné, on risque de perdre en motivation, notamment de la motivation intrinsèque. Le plaisir, c'est notamment le fait du plaisir à court terme. Un peu comme, tu sais, quand une personne fait attention à son poids, à sa forme physique, à un moment donné, quand va venir les vrais challenges, les moments de fatigue, les moments de doute, plus tu vas avoir du plaisir à court terme qui va apparaître et plus tu pourras défocaliser de ton objectif à long terme. Donc, si tu te fixes un objectif de perdre X kilos, d'avoir une meilleure forme, etc., de faire un marathon, de faire des choses comme ça, et là, au moment où tu doutes, au moment où tu es fatigué, imagine, tu as le beau paquet de bonbons qui arrive, la plaquette de chocolat, et là tu te dis « Ah, mon précieux !» ça donne envie. Mais là, la question c'est « Attention, est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que je peux me limiter aussi à 1 carré, 2 carrés ?» Mais remettre de la conscience sur tout ça, pour justement dire « Ok, ça c'est du plaisir à court terme, je vais juste en prendre 1 carré, ou alors je vais faire ça juste une fois et c'est ok. » Et pas se lancer dans quelque chose qui, à un moment donné, on s'en rendrait même pas compte, mais on aurait peut-être dépassé ce qui aurait été bon pour nous. Et ça, c'est comme dans l'entrepreneuriat. Je vois beaucoup de personnes qui ont un focus d'aller vraiment atteindre un objectif qui les anime profondément. Et parfois, sous-jacent justement avec un plaisir à court terme, ils se défocalisent et ils font d'autres choses, ils vont dans tous les sens et ils en arrivent finalement à en perdre le focus qu'ils s'étaient fixé sur leur propre objectif. Tu sais, un petit peu comme quelqu'un qui veut devenir conférencier
Et puis qu'à un moment donné, il sait pas trop pourquoi, mais il arrive à faire des vidéos tous les jours sur les réseaux. Ça, il y a pas de vues, il fait aucun feedback, mais il fait des vidéos qui n'ont pas non plus de sens pour lui, mais il fait des vidéos parce qu'à un moment donné, on a dit fais des vidéos. Ah bah tiens, je vais faire des vidéos. Bah oui, bah pourquoi pas. Sauf que, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que ça reste sur ton focus? Est-ce que tu n'es pas en train justement de perdre la ligne directrice que tu t'étais fixée pour devenir conférencier, pour devenir entrepreneur, pour atteindre tes buts? Donc toutes ces éléments qui peuvent te défocaliser, donc le plaisir, les autres, la fatigue, c'est des choses sur lesquelles il est important d'avoir un œil, parce que sinon, c'est un petit peu comme un champion du monde quelqu'un qui ambitionnerait en tout cas d'être champion du monde ou champion olympique, qui dirait oh ben c'est pas grave, ce week-end je vais aller faire la fête. Sauf que si c'est une semaine avant sa compétition, ben, il est attiré peut-être par le plaisir à court terme, peut-être par les autres, ses copains qui l'incitent à y aller, et puis il risque de se défocaliser sur l'objectif qu'il s'était fixé à moyen et long terme. Donc le focus, il est fondamental dans tout ce qu'on entreprend. Alors Geoffrey, je voulais finir ce podcast en t'interrogeant sur le sommeil. Oui, le sommeil, parce que tu en parles dans le livre et tu expliques que cela peut être un magnifique ingrédient pour éviter l'abandon, pour éviter d'abandonner une résolution, éviter d'abandonner un objectif, un rêve. Il faut en revenir aux bases et à un sommeil de bonne qualité. Je ne t'attendais pas là-dessus en ouvrant le livre. Pourquoi cette passion que tu as pour le sommeil ? Je me suis rendu compte quand je travaillais justement en préparation mentale, notamment avec les militaires, que le sommeil, il avait un impact très important sur notre capacité de discernement, notre capacité de prendre des décisions, etc. Donc ça avait vraiment un impact au niveau émotionnel, un impact au niveau sur nos capacités cognitives. Et donc là, j'ai vraiment poussé les recherches par rapport à ça. Et en réalité, on se rend compte d'une chose, c'est que plus on aura un sommeil qui sera dégradé, et plus ça va être difficile d'avancer, de prendre des bonnes décisions, d'avoir un état d'esprit qui soit frais. D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein, dans certains pays, le manque de sommeil est utilisé comme un moyen de torture. Et d'ailleurs, dans certains tests de la police, comme j'ai passé par exemple quand j'avais passé les sélections pour intégrer le groupe d'assaut de la section antiterroriste de la police, on dormait 2 à 3 heures par nuit. Et là, tu te rends compte justement, tout à l'heure, on parlait de la zone de maîtrise, que la zone de maîtrise, elle diminue énormément. C'est-à-dire que quand tu manques de sommeil, il faut pas grand-chose pour te rendre nerveux, pour te faire perdre pied. Et à l'inverse, quand tu as beaucoup de sommeil, quand tu as bien récupéré, là, en l'occurrence, tu as quelque chose tu as un potentiel qui est pleinement utilisable. Donc là, il est fondamental pour tous les gens qui nous écoutent vraiment de faire en sorte. Et il y a des choses qui sont très simples à faire. D'ailleurs, j'avais une discussion avec un professeur qui est spécialisé dans le sommeil. C'est le professeur Jean-Luc Schaff, qui est spécialiste du sommeil au CHU de Nancy. Et quand je lui posais la question, quand est-ce qu'on doit prendre des médicaments pour dormir? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français, notamment, qui prennent des médicaments pour dormir. Oui. Et là, sa réponse, il m'a dit « jamais ». Sauf vraiment en cas extrême. C'est-à-dire quand il y a un problème de deuil, quand il y a des soucis vraiment temporaires. C'est-à-dire que le recours aux médicaments doit être le recours ultime. Et le pire, c'est que lorsqu'on recourt à des médicaments pour dormir, ça n'a un effet que de 3 semaines. Donc moi, quand il m'a dit ça, j'ai eu une pensée à ma grand-mère qui en prenait depuis 40 ans, où je me suis dit, c'était plus ça me fait placer beaucoup de choses. Mais tout ça pour dire, tu sais Alexandre, qu'aujourd'hui, plus tu vas faire attention à ton sommeil, et plus ça va être un dopant naturel. Quand j'étais dans le sport de haut niveau, où moi j'étais dans un sport où je soulevais beaucoup de charges, j'ai plusieurs titres au niveau mondial, c'est un sport de force. Et là, on me disait, mais souvent, Geoffrey, t'es dopé, parce que c'est un sport en plus issu des pays de l'Est. Pour donner un ordre d'idée, j'ai un record mondial où j'ai soulevé un poids de 16 kilos, un kettlebell, je ne sais pas si ça te parle, c'est un poids avec une forme de cloche. Je l'ai soulevé 2388 fois pendant 2 heures non-stop, et c'est un poids de 16 kilos. Donc c'est l'équivalent de 38 tonnes. Ouais. Ça demande une belle puissance physique en plus de la puissance mentale.
Ah bah là, c'est les deux. Là, t'as pas le choix. Là, c'est... Et puis une belle puissance technique aussi, parce que sinon, c'est pas possible. Mais tu vois, à ce moment-là, quand j'avais des grosses charges d'entraînement, où je soulevais d'ailleurs plusieurs tonnes à l'entraînement, mon meilleur dopant, c'était le sommeil. À quel point, justement, quand tu dors à l'heure où tu dois dormir, c'est-à-dire que quand le soir, tu commences à avoir des premiers signes d'hypovigilance, tu as les yeux qui commencent un petit peu à piquer, tu commences à avoir un petit peu des frissons. Là, c'est peut-être le moment pour toi d'aller te reposer. Si tu respectes déjà tes cycles de sommeil, déjà, tu as une longueur d'avance parce que ça va te permettre de récupérer sur la pleine période qui te correspond. Et ça, en plus, c'est génétiquement... on est génétiquement programmé comme ça, donc c'est important de respecter ses cycles, de respecter ses rythmes de sommeil, etc. Et j'en parle dans le livre justement pour avoir des conseils simples pour avoir un sommeil qui soit pleinement optimisé et d'avoir pleinement accès à son plein potentiel. C'est clair. Un très grand merci Geoffrey Brochet d'être venu dans Graines de Métamorphose. Je rappelle le titre de ton livre, Mon Challenge Puissance Mentale aux éditions Erol. On peut te retrouver sur internet à l'adresse mapuissancementale.com, c'est ton site. Et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté cet épisode. À très bientôt dans Graines de Métamorphose. Merci Geoffrey. Merci Alexandre, à très bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.